Je suis heureuse d'être à cette tribune aujourd'hui, d'une part en tant qu'ancienne de l'IFRI ayant participé à l'aventure qui a commencé en 1979. L'IFRI était cet animal étrange qui prenait naissance dans un contexte qui était un contexte de recherche très riche, mais très peu orienté vers la pertinence politique. Et il fallait asseoir la légitimité de la recherche à but, à finalité politique. Ça n'était pas facile et j'ai eu la chance, le plaisir de faire partie de cette aventure qui aujourd'hui nous amène autour de cette table pour parler précisément du rôle des think tanks, de leur contribution, de leurs interrogations, de leurs incertitudes et je dirais, quelques aspects de leur avenir, car je pense que chacun d'entre vous, et Thierry de Montbrial le premier, chaque personne qui a eu la responsabilité d'un think tank s'interroge tous les jours sur combien il faut faire différemment, qu'est-ce qu'il faut faire différemment, comment on préserve la crédibilité, le rayonnement, l'indépendance, la viabilité de ces institutions. Voilà bien des questions que j'espère vous aborderez dans vos courtes interventions et peut-être vous poser une question sur savez-vous, êtes-vous confiant que nous, en tant que communauté des think tanks, servons à quelque chose et à quoi exactement? Et peut-être, lorsqu'on sait qu'un think tank a pour fonction de présenter un certain nombre, de rendre intelligibles des questions internationales en l'occurrence, mais aussi de préconiser un certain nombre de directions dans la prise de décision politique. Ma grande interrogation, ou l'interrogation à laquelle j'ai souvent fait face et que je vous poserai aussi, c'est vous préconisez un certain nombre de choses, vous recommandez aux responsables politiques un certain nombre de propositions, mais pouvez-vous leur dire aussi pourquoi il est dans leur intérêt, eux, en tant que responsables politiques, en quoi c'est bénéfice pour leur carrière politique, pour leur popularité, et cette question peut-être se pose avec plus d'acuité encore aujourd'hui, lorsque nous avons affaire de plus en plus à des dirigeants populistes pour qui le monde des think tanks n'a pas un intérêt crucial. Voilà. Alors avec cette série de questions, si vous permettez, je vais commencer par ceux d'entre vous qui sont dans le monde des think tanks, avant de me tourner vers vous pour parler davantage de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire le côté consommateur, si l'on peut dire, du travail de ces think tanks. Je commencerai par Tim Niblock, par Tim Niblett, et lui demander l'auguste institution que vous dirigez, Chatham House à Londres. C'est une expérience qui, je crois, a inspiré beaucoup des autres think tanks. Donc, on va commencer par vous. À vous la parole. Merci Basma, et c'est un plaisir d'être ici avec vous et d'être ici, et félicitations bien sûr à IFRI. Quelque chose m'a frappé ce matin en écoutant Bruno Le Maire et l'intervention qu'il a dit du président Xi Jinping, qui a dit, je pense, il nous a dit ici, que nous, la Chine, nous avons créé en 40 ans ce que vous, les Européens, ça vous a pris 3 siècles. Et moi, je pourrais bien dire que vous, IFRI, avez créé en 40 ans ce que nous, Chatham House, CFR, ça nous a pris 1 siècle. Alors, bravo IFRI.
Alors, ça, c'était la chose facile à dire. Le plus complexe, c'est l'avenir des think tanks. On pourrait dire que c'est un moment fascinant pour être dans notre business. Mais je crois qu'il y a deux défis principaux que je voulais mettre ici pour discuter entre nous. Et la première, c'est une paradoxe. Il y a une prolifération des think tanks partout dans le monde. Il y a 8000, plus de 1000 aux États-Unis, plus de 500 en Chine, une quantité énorme, une croissance de leur réputation, de leur position publique. C'est un monde où les think tanks, on a l'impression qu'ils sont vraiment à leur moment plus important. Il y a une demande, une nécessité pour eux aussi, parce qu'on est dans un monde très turbulent en ce moment. Mais en même temps, nous avons une incertitude sur notre crédibilité et notre rôle et à quoi on sert aujourd'hui. Et je crois qu'il y a deux problèmes. Normalement, nos audiences principales sont les gouvernements, les élites administratives, les gens qui font les décisions, mais peut-être aussi dans le domaine privé, mais certainement dans les domaines publics. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, et tu as posé la question, Basma, avant, on regarde vers le futur, on fait des analyses objectives, on fait de la prévision, on essaye de donner des idées, des conseils difficiles parfois, parce qu'on n'est pas élu. On a l'espace de dire des choses que les autres ne peuvent pas dire. Mais en ce moment, les gouvernements, peut-être, je trouve, nous écoutent un peu moins. Parce qu'eux, ils habitent dans le monde de 24 heures de médias où l'actualité les domine à chaque moment. Je pourrais même dire Brexit. J'ai arrêté d'écrire sur Brexit. J'écrivais il y a 1 an, j'écrivais il y a 3 ans. Ça ne vaut pas la peine en ce moment. Parce que je trouve qu'ils sont tellement involucrés au moment dans l'actualité que c'est presque pas important. Alors, comment faire preuve au gouvernement de la relevance des think tanks aujourd'hui? On a vraiment besoin aussi de montrer qu'on a un contact public qui va au-delà, simplement, je pense, des gouvernements. Alors, on pourrait faire ça à travers les médias, nos communications, le côté digital, l'IFRI le fait, Chatham House le fait, tout le monde le fait aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le public aussi nous regarde d'une manière un peu sceptique, disons. Parce que je pense que les think tanks, dans les derniers 20 ans au moins, on était beaucoup d'entre eux, je dirais même Chatham House aussi, des gestionnaires de la mondialisation. Nous avons regardé la mondialisation comme quelque chose qui a des effets nets positifs. Mais nous n'avons pas regardé aux impacts désagrégés pour les publics et pour les côtés locaux. Alors en ce moment, il y a un scepticisme, je trouve, du côté public, en même temps qui a une faute d'attention du côté gouvernemental. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, je pense, d'une manière pratique, et nous le faisons tous. On essaie de penser plutôt à des grands thèmes, la pensée et les études interdisciplinaires ou multidisciplinaires, c'est très important. On implique plutôt dans nos études maintenant le côté subnational, les villes, les ONG, les individus. On a des partenaires plus divers. Il y a des choses tactiques qu'on peut faire. Mais la chose où je voulais terminer à dire du côté, c'est l'autre défi. Le défi qui est plutôt philosophique ou plutôt structurel. Et c'est le défi, je dirais même, entre la Chine et les États-Unis, le sujet d'aujourd'hui. Parce que nous, comme think tankers, nous avons appuyé depuis très longtemps les droits internationaux, le multilatéralisme, la coopération internationale. On dirait qu'aujourd'hui, c'est logique et nécessaire, parce qu'on est dans un monde interdépendant, c'est essentiel de coopérer. Mais nous avons que notre allié principal en Europe, pour les think tanks européens, nous pousse vers le droit du pouvoir, la loi du pouvoir comme le plus fort est celui qui mène et qui critique le multilatéralisme. Alors d'un côté, notre allié nous demande de regarder encore vers le rapport des forces, comme le passé des think tanks. De l'autre côté, nous voyons en Chine un pays qui appuie, en soi-disant, le multilatéralisme,
mais qui en même temps un système de gouvernance qui est complètement en contre des leçons des derniers 40, 50, 60 ans, où la gouvernance bonne est essentielle pour la stabilité internationale. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'entre la Chine et les États-Unis, nous nous trouvons coincés, même les think tanks, et pas seulement les politiques. Merci. Daniela Schwarzer, vous dirigez un grand think tank avec une longue et belle histoire qui est la DGAP. Et je voudrais avoir également votre réaction ou réflexion après la direction depuis quelques années de la DGAP sur les mêmes questions. À vous. Merci beaucoup. Oui, c'est un think tank avec une histoire de presque 55 ans, donc pas 100, pas encore. Mais surtout une histoire franco-allemande, parce qu'on travaille très très bien avec l'IFRI sur quelques programmes, et c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui et de vous féliciter de votre succès. Alors moi, j'ai écouté évidemment les panels de ce matin, et je voudrais en fait dans mon commentaire lier ce qu'on a entendu sur les grandes tendances dans le monde à la réflexion comment est-ce que ça impacte notre travail en tant que think tank. Et donc le sujet aujourd'hui, pour le mettre dans d'autres termes, c'est la compétition stratégique entre grandes puissances, donc la Chine, les États-Unis, la Russie, et la question où en est l'Europe. Alors, ce que je constate depuis quelques années, et ce n'est pas seulement depuis l'élection de Donald Trump, c'est que l'élément d'incertitude est devenu beaucoup plus important pour la réflexion de ceux qu'on veut conseiller, notamment les policymakers. Et à mon avis, la date où cela a vraiment changé, c'était l'annexion de la Crimée, où tout d'un coup, on a découvert que notre ordre de sécurité était remis en question. Et donc, on se trouvait en face d'une puissance qu'on ne pouvait plus calculer. Donc, on avait toutes sortes de scénarios, ce qui peut se passer après. Et donc, c'est à ce moment-là, à mon avis, que le besoin, à la fois des think tanks, mais aussi des policymakers, de commencer à réfléchir davantage dans des scénarios, ce qui était un outil depuis toujours, mais là, j'ai vraiment vu qu'il y avait beaucoup plus de demandes de penser tous les cas possibles et de se préparer à tout scénario éventuel. Et avec l'élection de Donald Trump et avec l'incertitude qui rentrait dans la relation transatlantique, bien que, en tant que think tank en Allemagne, on est très ancré dans la relation transatlantique et au sein de l'Union européenne, on a dû commencer à réfléchir et à travailler avec cette incertitude. Et à mon avis, ça a changé le travail des think tanks, non seulement de l'aspect méthodologique, c'est-à-dire la réflexion méthodologique des scénarios, etc., mais aussi la manière dont on interagit avec les décideurs et les stakeholders dans ces décisions. Parce que pendant très longtemps, en tant que chercheur dans un think tank, on a pu vraiment faire une large quantité de son travail à son bureau, en lisant des textes, en faisant de la recherche, peut-être quelques interviews. Mais là, du coup, une partie de notre travail, c'est le making sense of, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe autour de nous dans un contexte où il y a une évolution très, très rapide. Et en fait, travailler en groupe, travailler ensemble, unir des perspectives sur ce qui se passe dans le monde, c'est un outil qui, à mon avis, est à la fois très utile pour les think tankers, mais aussi pour les décideurs de faire partir de ce processus. C'est-à-dire, on ne présente plus le résultat, mais on intègre les gens qui doivent à la fin prendre les décisions dans l'approche des réflexions. Et donc, ils font part de notre travail pour proposer après des solutions. Puis, deuxième tendance, la révolution technologique et cyber. Tout d'abord, et on l'a entendu ce matin, un changement radical de notre contexte, de notre environnement sécuritaire. Alors, quand on parle aujourd'hui dans un think tank défense ou sécurité européenne, ce n'est plus uniquement les gens qui connaissent le militaire, mais on doit trouver une approche avec une compréhension de la sécurité très, très intégrée, très, très large.
En tant que think tank qui travaille sur les affaires internationales, on a une longue histoire de travailler avec les ministères des Affaires étrangères, peut-être la Défense, oui, les parlements, mais par exemple le ministère de l'Intérieur, les services secrets, etc. Dans tout ça, aujourd'hui, c'est, à mon avis, si on veut sérieusement travailler sur les questions de sécurité, on doit trouver déjà dans la manière dont on dessine nos projets et notre approche intellectuelle, avoir cette approche très large. Et avec la notion du hybrid warfare et le fait qu'aujourd'hui les menaces sont au sein de nos sociétés, on doit aussi travailler beaucoup plus étroitement avec les stakeholders qui sont vraiment les cibles de ces attaques souvent ou qui sont instrumentalisés pour avoir un effet destructeur au sein de nos sociétés. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit tout le temps, l'extérieur et l'intérieur est une chose aujourd'hui, oui, tout à fait, et ça se manifeste dans la matière dont on travaille. Troisième point que je souhaite soulever, c'est la radicalisation et la polarisation du débat. Donc on voit très bien, et les États-Unis sont, à mon avis, le premier exemple, l'émergence des echo chambers, je ne sais pas comment on dit en français, mais vraiment des segments de débat qui ne se parlent plus entre eux. Alors, en tant que think tank, on a évidemment envie de parler avec tout le monde, de faire en sorte que les résultats de notre réflexion, de notre recherche, soient reconnus. Mais on a le problème que Robin vient d'évoquer. La démarcation entre les faits et l'opinion est devenue très, très floue. Il y a ceux qui disent au think tank qu'on ne fournit pas des faits, mais qu'on est une source de fake news, on est une source d'opinion, mais il y a une négation du fait qu'il y a une objectivité de recherche et des critères de qualité qui mènent à des arguments qui sont vraiment fondés sur les données probantes. Et donc voilà, c'est un des grands défis et c'est là où ça devient vraiment une question d'identité. Comment est-ce qu'on se positionne dans un contexte où la base de notre raison d'être est remise en question par une partie des décideurs politiques, par une partie des médias, par une partie de la société. Donc, à mon avis, ça a des conséquences. Évidemment, on doit être encore plus disons, l'approche, en fait, la qualité de nos travaux doit être absolument à la hauteur de la chose, parce que dès qu'on présente des résultats qui ne sont peut-être pas aussi bien fondés qu'on le souhaite, on peut se faire très rapidement attaquer. C'est-à-dire qu'il y a cet élément de contrôle de qualité. Il y a l'aspect de communication. Comment est-ce qu'on communique à la fois avec ceux qui sont intéressés par ce qu'on fait, mais aussi avec ceux qui ne le sont pas, et pour qui l'idée même de venir à un colloque ou de venir parler à un colloque n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent faire. Alors, ce qu'on fait pratiquement, c'est vraiment de chercher le dialogue avec ceux qui ne sont pas dans notre monde quotidien. Parfois, c'est très dur, parfois, c'est pas très fructueux, mais à mon avis, il faut parler de cette manière-là avec, par exemple, des députés, des élus qui, a priori, sont pleins de critiques, mais pas d'intérêt. Et donc, voilà, à mon avis, le travail des think tanks a considérablement évolué ces dernières années. On a à la fois, comme Robin le disait brièvement, il y a un business opportunity, c'est-à-dire il y a plein de choses à saisir. Il y a des projets à définir, il y a des questions à soulever. Il y a aussi la possibilité, et ça c'est une question que vous n'avez pas soulevée tout au début, mais qui, à mon avis, pour nous tous, est un élément clé. Il faut toujours trouver un financement qui permet un travail indépendant. Et donc, on voit aussi qu'autour de nous, au sein de l'Europe, la situation change. Parce qu'il y a des gouvernements, par exemple, au sein de l'Union européenne, qui coupent le financement pour la recherche. Et donc, ce n'est pas le cas en Allemagne, mais c'est le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. Et alors là, on voit que nos partenaires ont des défis qui sont nouveaux. Et donc, l'indépendance des think tanks, à mon avis, devient de plus en plus un sujet. Un funding mixte peut aider, mais l'importance du soutien de la société, du monde économique et aussi du monde public à nos travaux reste un élément clé. Je vous remercie.
Merci, c'était un aspect tout à fait essentiel des questions que je proposais au début, parce qu'elle a un impact sur la production même de ces think tanks et leur avenir. Thomas Gomard, une expérience directe de l'IFRI et pour réflexion sur ces mêmes questions. Bien, tout d'abord, je voudrais commencer en remerciant Robin, Daniela et aussi Nathalie Tocci qui nous a rejoint et qui sera sur le panel suivant d'être là aujourd'hui, de faire l'amitié de leur présence, parce que leur présence illustre aussi le type de projet que nous pouvons mener ensemble. Je prendrai un exemple récent. À l'initiative de Daniela et de Nathalie, nous avons co-signé tous les quatre une tribune au mois de mai à la suite de la décision américaine de se retirer du JCPOA, et ça illustrait au fond notre souci entre directeurs de 4 think tanks européens d'être dans ce débat-là et d'essayer d'avoir un impact de nature politique. Alors Thomas nous dira si c'est la bonne méthode, mais ça illustre le souci de travailler entre grands think tanks européens sur des sujets de politique internationale. La deuxième remarque liminaire que je voulais faire, c'est que les think tanks constituent désormais un secteur d'activité. Robin le rappelait, on estime qu'il y en a 7800 aujourd'hui dans le monde. Donc c'est une petite industrie avec ses méthodes, avec ses difficultés. Et la caractéristique commune à l'ensemble des think tanks, même si le terme recouvre des réalités très différentes, c'est de prétendre présenter une expertise à un moment où cette notion d'expertise est ouvertement remise en cause par des forces politiques, où au fond les notions d'institution ou de médiation sont directement contestées et que l'on voit apparaître ce que j'appellerais des nouvelles formes de crédulité ou de valorisation de l'ignorance dans le champ politique. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour des structures comme les nôtres, et je pense que ça caractérise assez bien l'époque et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le troisième point, c'est toujours d'essayer de comprendre, je pense, le rôle des think tanks, d'essayer de comprendre le contexte historique dans lequel nous sommes. Robin va fêter le centenaire de Chatham House l'année prochaine. Quand on essaie de définir le contexte historique de la naissance des think tanks, au fond, on a les suites de l'intervention américaine en Europe, le passage de relais entre la puissance britannique et la puissance américaine, les tentatives de sécurité collective avec la SDN, et puis l'expérience bolchevique et la montée du nazisme. Au fond, c'est ça qui caractérise, c'est dans ce contexte historique très particulier que les think tanks sont inventés simultanément au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sabine Janssen a fait un livre sur l'histoire de l'IFRI où elle insiste sur le contexte historique de 1979, de la création de l'IFRI, sur lequel Thierry est revenu ce matin, qui est aussi très spécifique et qui explique une partie de notre organisation. Et donc ce que je pense utile de faire cet après-midi, c'est d'essayer de voir déjà si nous partageons la description que je pourrais faire du contexte historique dans lequel nous sommes. Et à mon avis, on peut le décrire de manière très rapide par 5 grands traits. Le premier, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine, sur lequel nous avons déjà beaucoup discuté. Ensuite, c'est le changement de pied des États-Unis, tout à fait inattendu dans sa portée. C'est ensuite la sorte de doute démocratique qui traverse aujourd'hui l'Europe. C'est l'évolution de l'islam politique. Et c'est pour finir, je pense, la tension très forte entre à la fois la dégradation environnementale à laquelle nous assistons et la propagation des technologies de l'information et de la communication. Et c'est cette simultanéité-là qui aussi, à mon avis, caractérise le contexte dans lequel nous sommes. Donc moi, ça me conduit au fond à poursuivre la discussion en insistant sur les 2 défis qui, à mes yeux, sont devant nous. Le premier d'entre eux, et qui est lié à cette analyse du contexte historique, c'est la montée en puissance de la Chine et ses conséquences pour l'industrie et les think tanks chinois. C'est-à-dire que nous avons l'apparition d'acteurs qui sont aussi des partenaires et avec lesquels il faut sans cesse interagir, qui font probablement un métier différent du nôtre dans certaines de ses composantes.
Et ça, effectivement, ça nous conduit à nous interroger sur le rôle des think tanks chinois. Je rappelle qu'un certain nombre d'entre eux ont été créés par Deng Xiaoping à partir du milieu des années 70 et ont beaucoup contribué au transfert intellectuel, au transfert culturel entre États-Unis et Chine. Ils ont donc contribué à la phase d'ouverture et de modernisation de la Chine. La question, c'est est-ce que les think tanks chinois aujourd'hui, tels qu'ils sont alignés au fond par les autorités chinoises, je cite le président Xi Jinping qui dit que les think tanks doivent être dirigés par le Parti communiste chinois et adhérer à la juste ligne. Est-ce qu'au fond, ils sont dans la même approche et est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à entretenir le même type de rapport avec leurs partenaires habituels? Pour le dire autrement, je pense que, et ça a déjà été abordé par Robin et Daniela, un des grands sujets pour nous, c'est la dichotomie qui a été abordée aussi ce matin entre régime autoritaire et régime démocratique, entre régime semi-ouvert ou fermé et régime ouvert, et ses conséquences pour les think tanks. Ce sont à mon avis des modalités qui doivent à la fois nous rendre très attentifs au type d'instrumentalisation dont nous pouvons faire l'objet, mais aussi mais aussi la nécessité de garder les canaux ouverts par tout temps, je dirais, puisque c'est aussi dans notre fonction. Donc ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième que je vois, c'est, je dirais, la polarisation du marché des idées. Ou pour le dire autrement, on a à mon avis un marché des idées qui est en train de s'étendre de manière extrêmement large et qui englobe à la fois les universités, les sociétés de conseil, les médias, les partis politiques à certains égards, et l'univers des think tanks. On a d'un côté un marché des idées qui grandit et peut-être un univers des think tanks qui stagne dans sa taille, c'est-à-dire qui ne participe pas de la même manière à cette progression du marché des idées. Parce que je pense qu'on est face à une évolution où l'expertise, ce qu'on appellerait dans la tradition française l'intellectuel, laisse le pas à ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Où au fond, ce qui est valorisé avant tout, c'est l'impact médiatique. Alors c'est une partie du travail, mais c'est seulement une partie du travail. Et je crois que tout ce qu'on essaie de faire à l'IFRI, c'est précisément de circuler en permanence entre la sphère politique, dans laquelle nous incluons la dimension diplomatique et militaire, la sphère économique, avec laquelle nous interagissons sans cesse, la sphère médiatique et la sphère académique dont nous sommes issus. Et si Thierry a choisi la Sorbonne pour le 40e anniversaire, c'est aussi une manière de rappeler nos origines, au fond, académiques. Alors, tout cela doit nous conduire, à mon avis, à deux réflexions conclusives. La première, c'est comme je le disais, c'est à mon sens de nous préparer à gérer cette dichotomie entre, pour simplifier, peut-être que c'est ne pas rendre justice aux efforts faits par certains de nos collègues, mais entre les think tanks autoritaires et les think tanks démocratiques. Ça, c'est à mon avis un point tout à fait important, parce que j'observe une sorte de surinvestissement des régimes autoritaires, et en particulier de la Chine, sur ces think tanks, et peut-être de désinvestissement, du moins en termes financiers, des régimes démocratiques sur les leurs. Et le deuxième point de conclusion, et je reprendrai, je pense qu'on se retrouvera là-dessus, parce que ce sont deux termes qui ont été utilisés à la fois par Robin et Daniela. Ce qui me semble absolument essentiel, c'est de continuer à travailler avec deux mots à l'esprit: l'utilité, faire une recherche et des travaux qui soient utiles précisément pour les 4 sphères que j'ai indiquées, mais qui soient aussi capables d'aller dans l'espace public de manière plus systématique, et l'objectivité, c'est-à-dire de toujours tendre vers l'objectivité. Merci Thomas. Thomas Berger, vous suivez les travaux des think tanks et dans quelle mesure vous sont-ils utiles au quotidien, dans les moments de crise, dans les moments d'incertitude? Et nos think tanks représentés autour de cette table aujourd'hui, sont-ils des sources importantes?
Merci Basma. Je ne suis pas le juge des trois. Non. J'espère que vous ne serez pas le juge de mon français assez rouillé. J'étais un étudiant à Paris quand l'IFRI était encore très jeune. Mais quand je vois l'avenir des think tanks vu d'un ministère ou d'une administration présidentielle, je crois vraiment que c'est assez ambigu. Je crois qu'il est devenu beaucoup plus difficile de conseiller la politique, les hommes politiques aujourd'hui, pour des raisons qui ont déjà été discutées. Et donc il y a un défi de complexité des phénomènes, il y a un défi de compétition globale, mais je crois qu'il y a un troisième défi, c'est le défi de ce que j'appelle le policy window, donc la fenêtre qui est ouverte de la part des politiques pour des nouvelles idées. Et je crois que avec un processus politique qui devient de plus en plus rapide et qui n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, qui ne peut être pas seulement intéressé à la meilleure solution ou à la solution la plus raisonnable, mais il y a un deuxième élément là-dedans, construire une majorité, garder une majorité politique, des ambitions personnelles. Donc il y a un élément de politics, pas de policy. Et je crois qu'il est vrai que pendant ces décennies de l'EFRI, ces 40 ans, gouverner est devenu beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas seulement sur le niveau de la policy, mais aussi de la politics. Donc, comment le processus de gouverner. Et donc, ça, c'est aussi un défi pour les think tanks, parce que c'est même difficile de conseiller au sein du ministère. C'est mon expérience dans un centre d'analyse et de prévision. Et c'est encore plus difficile de le faire de l'extérieur. Mais en même temps, je dirais aussi que, bien sûr, il y a un avenir pour les think tanks dans un monde qui devient de plus en plus complexe, qui est en pleine transformation, et si simplement parce que les ministères, les officiels n'ont pas vraiment la capacité intellectuelle ou des ressources pour vraiment garder et développer l'expertise nécessaire. Donc il est absolument nécessaire d'avoir d'expertise qui vient de l'extérieur. Et donc, ça c'est les défis. Mais dans cette situation, je vois des think tanks multipliés qui sont allés dans des directions assez différentes. Plus de communication, des réseaux sociaux pour être plus compétitifs sur le marché de l'attention, de l'attention publique, mais aussi politique. Donc ça crée aussi beaucoup de bruit, mais pas vraiment beaucoup d'idées. Il y a ceux qui sont allés dans la direction des narrations globales, donc des grandes généralisations. Et il y a ceux qui sont allés dans la direction aussi de lobbying et advocacy pour un futur précis, et pas vraiment pour l'analyse. Et moi, je ne suis pas convaincu que ce sont les bonnes directions. Donc je crois que les défis, de mon avis, c'est vraiment de retrouver un peu ce que j'appelle la curiosité, la capacité et la volonté de penser et de repenser, de réfléchir dans le sens du mot. Je crois surtout, si je vois en Allemagne, peut-être en Europe ou le monde politique de l'Ouest, il y a cette tendance de gérer l'inévitable. Donc le futur est déterminé, mais en réalité maintenant ce n'est pas le cas. Et donc
nous avons manqué quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous aimons bien nous présenter comme très ouverts au monde. Mais je dirais, est-ce que c'est vrai? Sommes-nous vraiment curieux aujourd'hui de ce qui est à la source du succès de la Chine pendant ces 40 ans, de ce qui est à la source du succès d'un Donald Trump aux États-Unis, et pas seulement le dernier tweet qui n'importe rien vraiment pour un think tank, pour la politique. Sinon, pour dénoncer les fake news tous les jours. Donc je crois que cette curiosité, vous savez, au sein d'un ministère, il n'y a jamais assez d'idées. Jamais. Et si vous posez la question, qu'est-ce que c'est un bon think tank? Qu'est-ce qu'il peut contribuer? Moi, je dirais d'abord, c'est du contexte. Donc, c'est la contextualisation de ce qui se passe. Et le second, c'est oxygène. C'est comme une dose d'oxygène pour une bureaucratie, pour un appareil qui divise les responsabilités, mais qui n'est pas très bien à produire des idées, des propos, des choses nouvelles. Donc, oxygène, c'est aussi pour ceux qui ont mon âge, le nom d'un album de Jean-Michel Jarre, de mes années à Paris. Donc, Merci. Je retiens l'oxygène, certainement, la stimulation, mais je retiens surtout de votre propos, et je voudrais faire réagir les autres intervenants à cette formule qui est le marché de l'attention, capter le marché de l'attention. Et je pense que nous avons une transformation profonde du paysage qui résulte du fait que les médias se sont multipliés, et avec eux, bien sûr, les médias sociaux, que ceux-ci ont un impact direct sur le comportement des politiques. Autrement dit, que les responsables politiques sont essentiellement, avant toute chose, et bien plus que par le passé, dans ce qui va être dit de ce qu'ils font, plutôt que ce qu'ils font, le plus souvent. Bon, un bon dirigeant fera autrement, peut-être, mais parfois au prix de sa propre popularité politique. Nous sommes devant un court terme extraordinairement usant et inquiétant. Alors, les think tanks sont-ils inscrits dans un moyen et long terme? Doivent-ils se court-termiser davantage? Et est-ce qu'ils courent le risque, ou bien ils font déjà face à cette sorte de marginalisation par rapport à une relation directe entre le citoyen à travers les médias sociaux et le responsable politique? Le think tank devient un peu d'oxygène, mais on va chercher ailleurs les raisons de déterminer son action. Donc c'est un peu autour de de ce point-là essentiellement que je voudrais vous entendre, et peut-être si vous avez une réflexion sur la question de l'indépendance du travail des think tanks, l'indépendance au sens radical du terme. Autrement dit, est-ce que pour vous c'est une priorité de conserver l'indépendance de vos structures de telle sorte qu'elles puissent poser n'importe quelle question, sortir n'importe quelle étude qui dérangera le pays partenaire, les responsables politiques, les entreprises? Est-ce qu'il est réaliste de chercher cette indépendance totale? Faut-il au contraire se dire qu'on s'inscrit dans un réseau d'influence de son contexte national ou plus largement européen? Voilà, alors peut-être Robin, pour recommencer. Un petit tour qui nous laisse à chacun peut-être 3 minutes. C'est bien de dire le temps. Les think tankers, nous modérons très bien, mais nous parlons beaucoup. C'est pas toujours bien. La question principale, est-ce qu'on doit court-termiser? J'espère que non. Nous ne sommes pas des organisations très grandes. Les plus grandes européennes,
je passe entre 50 et 150 personnes. Aux États-Unis, peut-être 250, parfois 300, mais nous ne sommes pas grands. Nous devons être agiles, nous devons avoir un sens d'où on va, de notre mission, de notre valeur, des objectifs, et ce n'est pas d'être court terme. Un think tank ou une policy institute, c'est le contraire du short term, du court terme. Alors, je crois que c'est essentiel de se focaliser, de se concentrer sur ce que nous pouvons ajouter, que les autres ne peuvent pas ajouter. Ce que Thomas Berger disait avant, d'une perspective qui est plus longue. Ce n'est pas seulement les gouvernements qui sont nos audiences. Je ne veux pas dire que les audiences vont être le public en général. Nous ne sommes pas assez grands pour être comme une compagnie médiatique ou en ONG. Mais nous pouvons trouver les gens qui sont intéressés dans le monde international ou dans la politique à long terme qui ne sont pas dans le gouvernement. Je dirais, et nous aurons dans le prochain panel les leaders des entreprises qui ont la nécessité de penser internationalement, qui pensent à long terme, qui parfois ne suivent pas les gouvernements. Nous devons penser aux ONG eux-mêmes, qui aussi sont internationales, qui ont des perspectives différentes. Je trouve qu'aujourd'hui, les maires des villes, l'urbanisation a changé le contexte de la politique. Eux aussi doivent être nos intermédiaires. Et il y a beaucoup de jeunes, de jeunes gens qui veulent avoir plus de, en anglais on dirait more agency sur leur futur, capacité de décider pour eux-mêmes. Et ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui sont intéressés doivent faire l'effort. Alors, je dirais ça. Deux choses pour finir rapidement. Une chose qui est très importante. Aujourd'hui, nous trouvons dans le monde politique où on est que beaucoup de monde ne veulent pas écouter les faits, the facts. Ils ne veulent pas les savoir si les facts ne accordent pas avec leur manière de penser de la politique. Je donne un exemple. Le changement climatique. Il y a beaucoup de monde qui refuse d'accepter l'effet du changement climatique parce que la réponse, c'est la coopération internationale. Et ils sont contre la coopération internationale, alors ils doivent être contre le changement climat et l'effet. Alors ça, c'est très difficile pour les think tanks de ménager. Ce n'est pas notre travail. Je crois que c'est le travail du gouvernement. Leave it be. Nous devons nous enfoquer où on est. Et pour être indépendant, peut-être c'est mieux laisser aux autres, mais je crois fondamentalement, c'est très très important de maintenir notre mentalité indépendante, même si l'indépendance est quelque chose de très subjectif. Et même il y a des think tanks dans des pays autoritaires, mais ils doivent avoir une mentalité indépendante, même si leur contexte ne l'est pas. Merci. Daniela, à vous. Oui, merci. D'abord, la question, à qui parle-t-on et comment? Oui, là, on a beaucoup parlé de la manière dont les think tanks peuvent conseiller les décideurs politiques, mais je suis complètement d'accord avec Robin. Le monde des entreprises devient de plus en plus important. Nous, en tant qu'organisation qui a aussi un financement privé de la part des entreprises, on est à l'écoute de ce qu'ils pensent sur les affaires internationales, sur l'Europe, etc. Et à mon avis, ça nous donne une vision des questions politiques qui se posent qui est intéressant parce qu'on voit le panorama des stakeholders dans chaque décision. Et ce qu'on a fait pour la première fois en 2019, on a monté un très grand forum, Future Forum Europe, au mois de janvier à Berlin, et c'était notamment un dialogue entre entrepreneurs et monde politique sur l'avenir de l'Europe. Et c'était non seulement l'identification des questions clés qu'il fallait traiter, mais aussi la question qui peut apporter quoi à la solution de ces problèmes. Et il y avait des panels peut-être les plus intéressants, par exemple, sur la migration, la question d'identité européenne, les aspects sociaux. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point, aujourd'hui, les entreprises s'intéressent à ces questions parce qu'ils voient très bien qu'il y a des choses qui sont remises en cause en Europe et qu'ils ne peuvent pas assumer que tout reste tel qu'il est. Et donc, je vois vraiment un dialogue très fructueux, au moins dans ces deux groupes. Deuxième élément, le grand public.
Alors nous, en tant qu'organisation, on a des membres. Normalement, je dirais, ce sont des gens qui sont vraiment très informés et très intéressés par la politique internationale. Donc c'est un caractère de club. Mais en même temps, on a un réseau régional, et c'est-à-dire nos membres ne sont pas seulement à Berlin, mais un peu partout en Allemagne. Et ce qu'on voit se passer, c'est que nos membres sur place prennent l'initiative d'ouvrir leur débat avec des partenaires régionaux ou locaux, notamment un journal, notamment une université, etc., et donc d'élargir le débat. Et nous, on commence à réfléchir sincèrement à la question comment, sans sortir de ce qu'on sait vraiment faire, mais d'aider autant qu'on peut, d'aider à ce réseau de se mobiliser pour élargir le débat. On le fait évidemment avec plus de facilité à Berlin parce qu'on est basé là, mais avec nos réseaux qu'on a quand même dans beaucoup de régions en Allemagne, on a un atout. Deuxième élément, un tiers de nos membres sont jeunes. On a à peu près 3000 membres, dont 1000 membres ont moins de 35 ans. Et c'est une ressource énorme. Et c'est une génération qui a un intérêt accru, qui s'engage, ils organisent leur propre programme. Ils font vraiment leurs propres activités. Nous, on donne le cadre, mais on voit aussi qu'eux, ils commencent à ouvrir leurs activités. Donc là aussi, le caractère club s'ouvre. Et c'est un grand atout. Dernier point sur l'indépendance. À mon avis, il faut voir cet objectif qui reste clé pour un think tank dans une société qui pense qu'elle est libérale, démocratique. L'indépendance d'un think tank est absolument clé. C'est l'indépendance de l'organisation, c'est-à-dire, par exemple, si on parle flux financier, qu'on a un financement mixte, qu'on n'est pas dépendant d'une source ou peut-être deux, mais vraiment d'avoir l'indépendance de pouvoir perdre de l'argent. Et nous, en tant qu'organisation, on a pris des décisions de ne plus accepter de l'argent qu'on a auparavant sous d'autres conditions politiques que dans le temps, l'organisation a accepté. Donc, il faut avoir la liberté de renoncer à des financements. Deuxième élément, l'indépendance de chaque projet, d'être sûr que ceux qui travaillent sur un projet sont responsables eux-mêmes pour le résultat et qu'ils ne doivent pas tenir compte de ce que celui ou l'organisation qui finance le projet leur dit. Et dernier élément, et Robin vient de le dire, l'indépendance de l'individu. Parfois, ça c'est, en fait, je vois avec la polarisation du débat, c'est ça ce qui devient de plus en plus dur. Parce que tout d'un coup, on se trouve dans des situations de débat ou public, ou Chatham House, ou fermé, où on est sous une pression individuelle par ceux qui n'aiment pas ce qu'on dit. Et aussi là, on voit une évolution ces dernières années que parfois c'est très rude. Et donc il faut, à mon avis, ça veut dire pour les jeunes, dans nos organisations des jeunes chercheurs, il faut non seulement s'assurer qu'ils apprennent leur métier de recherche, mais aussi de les encourager à oser, de rentrer vraiment dans des débats qui peuvent parfois être assez durs. Merci Daniela. Il nous reste 4 minutes. Alors, par courtoisie, si vous voulez bien, Thomas, que je donne la parole d'abord à Thomas Bagger. Alors, Thomas Bagger, la parole est à vous. Et le dernier mot sera pour Thomas. Les 4 minutes restent avec Thomas. Voilà, les deux. Non, je n'ai qu'un seul mot à dire, c'est de revenir sur quelqu'un que Thierry a dit ce matin. Donc je me félicite aussi de la très forte présence du franco-allemand dans cette journée, dans le discours de Bruno Le Maire ce matin, mais aussi dans le travail de Thierry et de Thomas Alifri. Et quelque chose que Thierry a dit ce matin, il faut mettre sur la table pas seulement les pensées, mais aussi les arrière-pensées sur la géopolitique des membres de l'Union européenne. Et je crois qu'il y a quelque chose que les think tanks peuvent faire que la politique ou même les bureaucrates ne peuvent pas faire. Il y a un lieu là pour discuter des différences, un espace qui peut produire de la clarté, mais aussi de la confiance. Et je crois que c'est vraiment, j'étais tout à fait d'accord que ça, c'est aussi un programme au sein de l'Europe, au sein même du couple franco-allemand qu'il faut poursuivre, parce que ce que le président de la République demande avec cette culture stratégique
européenne, c'est quelque chose qui doit évoluer. On ne peut pas le décréter, ça ne se fait pas par document. Merci. L'IFRI est un espace, comme beaucoup de think tanks. Je pense qu'il y a une fonction majeure qui est l'espace neutre, l'espace sûr, l'espace informel. Thomas, le dernier mot sur ce... Alors, un mot rapide. Je suis tout à fait en accord avec ce qui a été exprimé par Daniela et Robin, mais je soulignerai, pour répondre à votre question, les différences de culture politique et culture administrative en Royaume-Uni, en Allemagne, en France, qui expliquent peut-être la différence d'approche dans le métier de think tank. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais ça se voit très particulièrement dans le cas français, où au fond on a un État qui s'est historiquement doté de ses corps d'expertise, et pour lequel avoir de l'expertise extérieure n'est pas naturel. Et je pense qu'une des grandes réussites de l'IFRI, ça a été précisément de trouver une distance critique avec la puissance publique. Le deuxième point sur l'indépendance, évidemment on la revendique sans cesse, entièrement d'accord pour dire que c'est à la fois un état d'esprit, que ça passe par la pluralité des différentes parties prenantes, que ça implique aussi une très forte responsabilité. Et que de ce point de vue-là, je situerais plutôt les think tanks, on est à la Sorbonne aujourd'hui, dans une filiation intellectuelle qui s'intéresse aux mécanismes du pouvoir, à la compréhension de ces mécanismes du pouvoir, plutôt qu'à une critique systématique des pouvoirs en place. Et ça, je pense que c'est effectivement une ligne de partage, peut-être assez profonde en réalité aujourd'hui entre les think tanks et certains milieux universitaires. Et dernier point, l'instantanéité, la tentation du tweet, de la tribune qui fait mouche. On se réfrène tous les jours, parce qu'on sait qu'au fond, on peut avoir un impact, mais c'est un impact qui est très passager. On peut se faire plaisir une fois, mais on perd beaucoup de crédibilité. Donc je pense qu'il faut résister à cette tentation. Il faut par contre éditorialiser. Je vais juste finir là-dessus en donnant le titre de l'étude qui a été le plus téléchargée, le plus lue l'année dernière à l'IFRI et qui montre ce souci d'éditorialiser. C'est l'étude de Marc Ecker, 137 nuances de djihadisme. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait le tour des think tanks et nous avons à peu près terminé à temps. Et il y aurait beaucoup à dire, mais c'est votre vie de tous les jours que vous avez partagée avec nous. Merci beaucoup à vous quatre.